Merci beaucoup. Donc, c'était un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et justement, je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements au bureau de l'Amicale de m'avoir donné l'opportunité pour partager avec vous les orientations stratégiques du ministère de la Santé en matière de nutrition. Et aussi, je réitère mes remerciements pour le choix de cette thématique qui revêt un grand intérêt pour la santé de la population. Alors, pourquoi la nutrition? C'est parce que quand les femmes sont bien nourries, ils vont donner naissance à des enfants en bonne santé. Et ces enfants, si elles reçoivent une alimentation appropriée, équilibrée et saine, ils vont s'épanouir physiquement. Les évidences scientifiques ont aussi montré que la nutrition chez les femmes et les enfants a un impact sur le rendement scolaire, sur la capacité d'apprentissage pendant bien sûr l'enfance et l'adolescence. Elle a également un impact sur la productivité à l'âge adulte, ce qui va amener les familles et les communautés à émerger de la pauvreté et ce qui a des conséquences bien sûr sur le développement du pays. Donc on peut dire que la nutrition devient un levier de développement. Donc les instances internationales se sont engagées depuis des décennies à lutter contre toutes les formes de malnutrition et ceci a été traduit par des déclarations, des résolutions, des stratégies mondiales et qui incitant tous les États, les gouvernements à mettre en place des interventions, des politiques de lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. Je cite à titre d'exemple la première conférence internationale de nutrition de 1992 qui a insisté sur la nécessité de lutter contre les carences en micronutriments. Après, il y a les OMD, il y a les objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, les organisations internationales, que ce soit l'OMS, l'UNICEF, la FAO, considèrent que la nutrition est au cœur des objectifs de développement durable et que la promotion de la nutrition est parmi les interventions clés pour atteindre 12 sur les 17 objectifs de développement durable, des objectifs qui sont liés à la santé, certes, mais aussi à l'économie, à l'éducation, à l'environnement et j'en passe. L'année 2019 a été marquée par la publication d'un rapport sur un journal scientifique de renommée qui est de l'ANSET, où ce rapport il indique que le tiers des pays à revenus faibles et intermédiaires sont confrontés aux deux extrêmes de la malnutrition. Ce même rapport indique que plus de 150 millions d'enfants présentent un retard de croissance et que 2,3 milliards d'enfants et d'adultes sont en surpoids. Et ces nouveaux problèmes se superposent chez certains individus. On peut les trouver chez le même individu, au sein des mêmes familles, communautés et pays. D'où la nécessité d'adopter une nouvelle approche pour réduire en même temps la dénutrition et la surcharge pondérale en agissant sur le système alimentaire. Alors, pour ce qui est, disons, les carences en micronutriments, selon des rapports de l'OMS et de l'UNICEF, l'anémie, par exemple, joue un rôle dans 20% de décès maternels. 2 milliards de personnes, ou bien le tiers de la population mondiale souffre de l'anémie. Selon le même rapport, les carences en micronutriments sont responsables de 7,3 de la charge de morbidité mondiale. Et puis, il y a d'autres carences en micronutriments qui constituent un problème de santé à l'échelle mondiale, notamment la carence en vitamine A, en iode, en calcium, en vitamine D aussi et l'acide folique. Les évidences scientifiques et aussi les instances internationales insistent sur l'investissement dans les 1000 premiers jours. Ça a été rapporté depuis des décennies, depuis les années 80 par Monsieur Barker, qui a justement insisté ou l'a considéré que les 1000 premiers jours, c'est une fenêtre d'opportunité. C'est une période qui s'étale depuis la conception jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant. Et les études qui ont été menées depuis des décennies ont montré que la nutrition, la promotion de la nutrition durant cette période peut radicalement changer le sort des millions d'enfants a priori
condamné. Pourquoi? Parce que améliorer la nutrition durant cette période a un impact sur la formation des organes, sur le développement cognitif et physique du nourrisson, sur la croissance de l'enfant, bien sûr, sur la préservation de la santé à l'âge adulte. Elle a également un impact sur l'économie et le développement du pays. Et parmi, disons, les principales interventions nutritionnelles à visée préventive recommandées durant cette période, c'est premièrement la promotion du statut nutritionnel de la mère pendant et après la grossesse, mais aussi du père, parce qu'il y a eu quand même dernièrement pas mal d'études qui ont montré que la nutrition, le statut nutritionnel du père a un impact sur la santé de l'enfant. Et à titre d'exemple, l'obésité chez les parents est un facteur de risque de surpoids, d'obésité chez l'enfant. Parmi aussi les interventions nutritionnelles importantes et clés durant cette période, c'est la promotion, le soutien et la protection de l'allaitement maternel. Et il y a eu pas mal d'études, pas mal d'évidences scientifiques qui ont montré que la pratique de l'allaitement maternel a un impact sur la santé aussi bien de l'enfant que de la mère. Donc, elle permet de... Il y a des études qui ont montré le lien entre la pratique de l'allaitement maternel et le surpoids, l'obésité, le diabète aussi, d'autres maladies infectieuses, le cancer chez la mère, etc. Parmi aussi les interventions clés, c'est la diversification alimentaire et puis la surveillance de la croissance, donc tout ce qui est dépistage des troubles nutritionnels chez les enfants, surtout durant les 5 premières années. Alors, qu'en est-il au niveau national? Il faut savoir qu'au terme des objectifs du millénaire pour le développement, donc le Maroc a enregistré un progrès en matière de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, mais on assiste à une persistance des écarts entre milieux, c'est-à-dire c'est toujours le milieu rural qui est plus affecté par ce problème de santé publique que l'urbain. Le profil épidémiologique au niveau national est caractérisé par l'émergence des maladies non transmissibles qui sont responsables de 80% ou bien de plus de 80% de la mortalité. Et selon la dernière enquête Stepwise de 2018, donc l'hypertension touche le tiers des adultes de plus de 20 ans, le diabète touche à peu près 10,6%. On a aussi le problème d'hypercholestérolémie, etc. Alors, sur le plan nutritionnel, on a quand même, grâce aux efforts déployés par le ministère de la Santé, mais aussi par les autres partenaires et les autres acteurs, donc on a vu reculer les formes sévères de malnutrition, que ce soit le kwashiorkor, le marasme, ça chez les enfants, ça dans une première étape. Par la suite, on a pu lutter contre certaines formes de malnutrition, notamment l'insuffisance pondérale et l'émaciation, puisqu'on est à moins de 5%. Et ce qui est la cible mondiale de nutrition. Par contre, on enregistre une stagnation du retard de croissance qui constitue toujours un problème de santé. Donc, on est à 15% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent du retard de croissance avec des disparités par milieu de résidence et par région. Il y a certaines régions qui sont plus touchées par cette forme de malnutrition, notamment les régions de Beni Mellal, Khnefra, Draa Tafilat et Marrakech, Safi. Le ministère de la Santé a réalisé en 2019 une enquête nationale nutritionnelle qui avait pour objectif d'actualiser les données sur les carences en micronutriments. Alors, les résultats préliminaires de cette enquête ont montré que chez les enfants, donc on a le tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de l'anémie ferriprive. Un enfant sur 4 est carencé en fer. On a enregistré une amélioration du statut en vitamine A, donc on peut dire qu'on a pu lutter contre la carence en vitamine A, qui a bien sûr des conséquences sur la morbidité et la mortalité infantile.
c'est pour la première fois qu'on dispose des données sur la carence en vitamine D et notre enquête a montré que le tiers des enfants de moins de 5 ans sont soit carencés, soit en insuffisance en cette vitamine. On sait très bien le rôle que la vitamine D joue dans la régulation du système immunitaire. Il y a eu aussi pas mal d'études qui ont montré le lien entre la carence en vitamine D et certaines pathologies, que ce soit le cancer, le diabète, l'obésité aussi. Donc, il y a pas mal d'études sur ça. Chez les femmes en âge procréé, donc, toujours, on a le problème de l'anémie. Et puis, les 2 tiers des femmes en âge procréé sont soit carencées, soit en insuffisance en vitamine D. Donc, on peut dire que la carence en vitamine D est un problème de santé publique au niveau national. Cette enquête nous a permis également d'actualiser les données sur la carence en iode chez les enfants âgés de 6 à 12 ans et l'étude a montré que plus de 20% des enfants présentent une carence en iode sévère et modérée. Le surpoids et l'obésité donc, commencent à prendre de l'ampleur au niveau national, ne touchent pas uniquement les adultes mais aussi les enfants. Que ce soit les enfants de moins de 5 ans, les adolescents. Donc, c'est un problème de santé publique au niveau national et comme vous savez, selon l'OMS, l'obésité est un facteur de risque des maladies non transmissibles. Et puis, pour ce qui est de la pratique de l'allaitement maternel, depuis les années 90, on a enregistré un déclin de cette pratique, surtout pour les indicateurs de qualité, à savoir la mise au sein précoce et l'allaitement maternel exclusif. Mais on a quand même enregistré une amélioration entre 2011 et 2018. Mais le problème persiste, on n'a pas pu atteindre la cible ou bien les objectifs escomptés. Alors, compte tenu de cette situation, que ce soit épidémiologique et nutritionnelle, donc le ministère de la Santé s'est engagé, à l'instar de la communauté internationale, à mettre en place, à lutter contre ces différentes formes de malnutrition. Et ceci a été traduit par la mise en place des programmes, des stratégies et des interventions depuis les années 60, que ce soit le programme, par exemple, de lutte contre la malnutrition énergétique, puis de lutte contre les carences en micronutriments, aussi le plan opérationnel de prévention et de contrôle de l'obésité. Et l'année 2019 a été marquée par l'institutionnalisation du programme national nutrition qui intègre toutes ces interventions. Donc, ce programme a pour principe directeur la décentralisation parce que chaque région a ses spécificités, a ses problèmes. On peut, comme vous avez bien vu dans les slides précédentes, donc on assiste à des disparités par région, par milieu, donc d'où la nécessité de développer des plans d'action adaptés au contexte régional, provincial et local. Parmi les principes directeurs de ce programme, c'est le ciblage, c'est-à-dire cibler les populations les plus vulnérables, les plus touchés par ces différentes formes de malnutrition. L'intersectorialité, parce que la nutrition, elle est multidisciplinaire, donc elle fait intervenir plusieurs acteurs, plusieurs intervenants dans le domaine de la santé, mais aussi de l'agriculture, de la réglementation, la communication, l'éducation, etc. Et puis le partenariat, surtout le partenariat avec le secteur privé. Alors, parmi les cibles du programme d'ici 2030, c'est réduire le retard de croissance, réduire les carences en micronutriments, mais aussi contribuer à la réduction de la recrudescence du diabète et de l'obésité de 15%, réduction de 10% de l'inactivité physique et puis de 10% de réduction de la consommation de sel, en plus du contrôle de surpoids et de l'obésité. Et le développement de partenariats avec le secteur privé s'impose parce que surtout les opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur de l'agroalimentaire, parce qu'on sait très bien que ce secteur il est en plein développement au niveau national, donc la collaboration avec ces acteurs s'impose
propose pour améliorer la qualité nutritionnelle de ces produits qui sont commercialisés au niveau national à travers la fortification, mais aussi à travers la réduction du sucre, du sel et de certains acides gras, notamment les acides gras trans. Donc ce schéma résume les interventions spécifiques du programme qui ont bien sûr pour objectif de contribuer à la réduction de la mortalité, morbidité maternelle et infantile, au développement cognitif, moteur et social et socio-émotionnel, d'augmenter aussi les performances scolaires, de réduire l'obésité et les maladies non transmissibles chez les adultes et puis bien sûr par conséquence contribuer à l'augmentation de la rentabilité et de la productivité. Alors, parmi les axes stratégiques du programme, donc le premier axe stratégique, c'est le renforcement du dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels. Et dans ce cadre, donc, les structures de santé ont été dotées des kits de dépistage de certains troubles nutritionnels. Parmi ces outils, donc il y a le disque l'IMC, il y a les MOCUO pour l'évaluation de l'hémoglobine, il y a tout ce qui est matériel anthropométrique, etc. Et on est en train de travailler avec les régions pour l'instauration des unités de nutrition clinique intégrées dans l'organigramme des établissements hospitaliers avec des protocoles qui sont aussi en cours d'élaboration, des protocoles de prise en charge nutritionnelle de certaines pathologies. Le deuxième axe stratégique, c'est la prévention et lutte contre les carences en micronutriments, puisque les carences, selon les résultats de la dernière enquête, constituent toujours un problème de santé. Et cet axe repose sur deux composantes essentielles, à savoir la supplémentation médicamenteuse. Donc, on a un calendrier national de supplémentation qui cible les femmes en âge procréé, les femmes enceintes et les enfants. Donc, les enfants de moins de 5 ans bénéficient d'une supplémentation en vitamine A, en vitamine D, en zinc pour en cas de diarrhée. Et pour les femmes enceintes, durant la période de la grossesse, donc ils bénéficient d'une supplémentation en fer et acide folique et de la vitamine D. Aussi, on a mis en place un système de notification des malformations tubes-neurales secondaires à la carence en acide folique. Et ces femmes à risque sont supplémentées par l'acide folique selon un protocole préétabli. Alors, la deuxième composante de cet axe relatif à la lutte contre les carences en micronutriments, c'est la fortification. C'est un programme multisectoriel qui fait intervenir les industriels, mais aussi le ministère de l'Agriculture pour tout ce qui est réglementation, contrôle qualité, et bien d'autres acteurs. Donc, au niveau national, donc, il y a pas mal de produits qui sont commercialisés au niveau national et fortifiés en micronutriments, notamment le sel iodé, l'huile de table enrichie en vitamine A et D et la farine enrichie en fer et vitamines du groupe B. Alors, le troisième axe stratégique de ce programme, c'est tout ce qui est promotion de l'alimentation saine et la promotion du mode de vie sain. Bon, il y a certaines mesures qui ont été mise en place ou en cours de mise en place, notamment tout ce qui est le renforcement de l'étiquetage ou la mise en place de l'étiquetage nutritionnel. Donc, il y a un décret qui a été publié en 2016 sur l'étiquetage ou sur les informations nutritionnelles qui impose les producteurs des aliments transformés à mettre les informations nutritionnelles sur l'emballage. Les études ont montré que ces informations nutritionnelles ne sont pas bien comprises par le consommateur, par un simple consommateur qui ne se connaît pas dans le domaine de la nutrition. C'est pour ça que certains pays ont développé et mis en place des logos nutritionnels qui permettent d'orienter le consommateur vers des aliments plus sains. Et dans ce cadre, donc, on a mené une étude pour tester certains logos nutritionnels qui ont été adoptés par d'autres pays, notamment il y a le premier, c'est adopté en Australie. Il y a Nutri-Score
c'est un logo français. Il y a aussi d'autres, un logo britannique, etc. Donc, on a essayé de tester ces différents logos auprès de consommateurs pour identifier celui le plus compris, le plus accepté par le consommateur marocain. Et l'étude a montré que le Nutri-Score est le plus justement accepté, et c'est pour ça qu'on est en train de rédiger un texte législatif pour la mise en application de ce logo nutritionnel, dans le but, bien sûr, de promouvoir l'alimentation saine. Parmi aussi les mesures qui ont été entreprises dans le cadre de la promotion de l'alimentation saine, c'est la taxation des boissons sucrées. Donc, grâce aux efforts déployés par la société savante, par nos partenaires, par les parlementaires aussi, donc on a pu obtenir la taxation des boissons sucrées. Et le plaidoyer continue pour augmenter graduellement les taxes, donc en fonction de la teneur croissante en sucre dans d'autres produits. Aussi, pourquoi pas taxer d'autres produits, notamment les produits laitiers sucrés et les produits de biscuiterie. On est également en train de travailler sur un projet de texte sur les huiles et graisses. Bon, il est en cours d'élaboration. Donc, dans ce cadre, donc, on a mené une étude au niveau national qui consistait en la collecte de certains échantillons des produits transformés qui sont commercialisés au niveau national, et on les a analysés pour évaluer la teneur en acides gras trans dans ces produits. Et vous voyez le résultat ici dans le graphique. Donc, on a trouvé que, par exemple, margarine, le beurre, certaines huiles, shortening, c'est une huile de friture qui est utilisée par les restaurateurs. Donc, elles contiennent une teneur élevée des acides gras trans. Donc, on a des produits au niveau national qui contiennent des teneurs qui dépassent les recommandations internationales, et ce qui nous a incité à développer des actions, des mesures afin d'éliminer l'utilisation, ou bien de limiter l'utilisation des acides gras trans qui ont des conséquences, bien sûr, sur la santé de la population. Donc, il y a un projet de texte qui est en cours d'élaboration en collaboration avec l'ONSA. Nous avons aussi travaillé sur un projet de réduction du sel dans le pain boulanger. Donc, c'est un processus qui a été entamé depuis 2013 avec la Fédération nationale des boulangers, qui se sont engagés à réduire progressivement la teneur en sel dans le pain boulanger, et un projet de texte est en cours justement d'élaboration pour limiter la teneur en sel. Bien d'autres actions ont été bien sûr réalisées ou sont en cours de réalisation pour promouvoir les bonnes pratiques alimentaires à travers des actions de communication, de sensibilisation, que ce soit au sein du ministère de la Santé à travers un programme d'éducation nutritionnelle, mais aussi avec l'appui de nos partenaires, des autres départements ministériels, l'implication aussi des médias, l'INDH aussi. Il y a un programme tripartite qui a été initié par l'INDH pour mener des actions afin de promouvoir ou d'améliorer le statut nutritionnel de la population à travers la mise en place d'un dispositif communautaire. Voilà, on est en train de travailler avec certaines structures qui gèrent la restauration collective, notamment tout ce qui est, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou bien l'ONUSC, pour justement améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis aux enfants. Et dans ce cadre, donc, il y a des directives diététiques et sanitaires qui ont été, pour la préparation des menus, qui ont été développées par le ministère de la Santé, bien sûr, avec l'appui de nos experts.
d'autres, bien sûr, mesures sont entreprises pour appuyer ces différentes actions, donc notamment tout ce qui est recherche et études à travers la réalisation des enquêtes nutritionnelles qui nous permettent d'actualiser, de disposer des données actualisées sur la situation épidémiologique et nutritionnelle et aussi d'évaluer l'impact des différentes interventions entreprises depuis des années. Donc il y a l'enquête nutritionnelle, il y a Stepwise aussi qui a été menée en 2018 et d'autres enquêtes qui intègrent bien sûr la composante nutrition. Aussi, on a un partenariat avec, on a développé un partenariat avec un centre de recherche de nutrition, RDC, unité mixte alimentation-nutrition, pour mettre en place ou réaliser des recherches, des études sur la double charge de la malnutrition. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en cours de finalisation pour publication. Notamment, c'est pour la première fois qu'on va avoir une table de composition alimentaire marocaine. Il y aura aussi pour bientôt la publication d'un manuel sur le profil nutritionnel des recettes les plus consommées au Maroc. Et puis aussi un premier guide des portions alimentaires. Et je pense que ces outils vont permettre même aux praticiens pour assurer une bonne éducation nutritionnelle. La nutrition et la santé en général, ce n'est pas une affaire du ministère de la Santé seul, mais c'est une affaire de nous tous. Certes, l'État est responsable, mais aussi la communauté elle a une part de responsabilité. Et d'où la nécessité, bien sûr, de fédérer tous les acteurs qui œuvrent dans tous les domaines, que ce soit santé, communication, éducation, réglementation, pour appuyer ces différentes interventions dans le but d'atteindre les objectifs escomptés. Et donc, en ce cadre, donc, il y a pas mal d'instances de coordination ont été mises en place pour justement mettre en place, bien sûr mettre en place ces différentes interventions dans le but, bien sûr, comme j'ai dit, d'atteindre les résultats escomptés, à savoir la promotion de la santé de la population en agissant sur l'un de ces déterminants majeurs, à savoir la nutrition. Et merci pour votre attention.